Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant. Et puis j'ai envie de vous dire joyeux Noël, vous l'aurez deviné pour ceux qui nous regardent. J'ai mis mes habits de lumière pour les fêtes parce qu'on a préparé forcément une émission spéciale Noël sur Tech & Co. Vous allez voir, on vous emmène aujourd'hui non pas dans l'atelier mais dans le studio de cinéma du Père Noël. Vous allez voir derrière les téléfilms ambiance amour, guimauve, chocolat chaud sous la neige, il y a un vrai business très juteux pour certaines chaînes. Et pour vous raconter ça, j'ai collé à l'esprit de Noël, j'ai préparé une émission en famille. Oui, c'est comme ça qu'on passe les fêtes ici. Deux invités maison que je vais aller chercher dans les étages ici. Tout d'abord, Sylvain Trinel. Salut Sylvain. Bonjour. Sylvain qui a revêtu également. Alors, est-ce que j'ai demandé à ce que tout le monde a un pull de Noël? Oui. Est-ce que j'ai forcé? Peut-être. Vous ne pouvez pas le prouver. Vous ne pouvez pas le prouver, c'était dire Sylvain. Sylvain, faut-il te présenter, journaliste à Tech & Co, toujours suiveur attentif de l'actu des plateformes de streaming et assistant du Père Noël. Exactement. Voilà, c'est un side job. On ne révélera pas ça remplit les fins de mois, quoi. Voilà, exactement. C'est un besoin purement financier. Et puis c'est une première en face pour Benjamin Piret. Salut Benjamin. Salut, merci de me recevoir. Avec plaisir. Ça faisait longtemps qu'on voulait te faire venir dans l'émission, Benjamin. Journaliste de service. De la pire émission. Voilà. Il a choisi l'émission où il peut être le mieux habillé. Voilà, tout simplement. Il vient pour le style. Donc journaliste au service Culture People de bfmtv.com. Et tu as beaucoup travaillé sur cette question des téléfilms de Noël, des films de Noël. J'ai écrit plusieurs papiers assez passionnants sur le site qu'on vous invitera à aller voir tout au long de l'émission. On va vous raconter tout ça. Vous avez des beaux pulls de Noël. J'ai un beau pull de Noël. Tout le monde est magnifique. Épisode suivant, spécial Noël, c'est parti. Donc plus nombreux que les cadeaux par milliers, il y a les téléfilms de Noël. Ils inondent les chaînes et les plateformes de streaming chaque année à la même période. Mais période, justement, c'est un peu la première question qu'on va évoquer, parce que techniquement, Noël, c'est le 25 décembre. On va dire que ça s'étale sur tout le mois. L'ambiance, elle monte doucement. Il y a les vitrines des magasins, les catalogues de Noël, tout ça, les pubs, machin. Mais sur TF1, cette année, Noël, Benjamin, ça a commencé le 14 octobre, date de la diffusion du premier téléfilm de Noël de la saison officiellement sur TF1. C'est moi ou c'est de plus en plus tôt Noël maintenant à la télé? Non, alors c'est pas toi, c'est effectivement de plus en plus tôt. Comme tu l'as dit, le 14 octobre, TF1 a diffusé son premier téléfilm de Noël. W9 a suivi quelques jours plus tard, je crois que c'était le 19 octobre qu'ils ont commencé la diffusion. Voilà, donc effectivement, c'est de plus en plus tôt. Nous, on avait à BFM, on avait fait une infographie sur les 10 dernières années. Et en fait, on avait constaté que sur 10 ans, le film de Noël, le premier film de Noël de TF1 avait été diffusé chaque année, disons 2 semaines avant l'année précédente. Okay. C'est-à-dire qu'en 2014, le premier téléfilm de Noël sur TF1, je crois que c'était le 5 ou 6 décembre. Ok, c'était logique. Oui, complètement. Et 10 ans plus tard, ils ont grignoté sur les semaines au fur et à mesure jusqu'à arriver au 14 octobre. Alors, on pourrait se dire que c'est quand même très tôt, mais les audiences donnent raison finalement à TF1 puisqu'il y a eu 1,2 million de personnes un lundi à 14h devant, ça s'appelait Mon conte de fées de Noël, ce qui est quand même assez énorme. C'est-à-dire que les gens, même le 14 octobre, sont chauds pour regarder des films de Noël, sachant qu'à ce moment-là, Halloween n'est pas passé, tout ça, il y a encore plein de trucs. Ce qui montre qu'en France, on a quand même une certaine passion, on aime beaucoup ces téléfilms anglo-saxons qui sont, faut le dire, un peu niais pour certains, en tout cas un peu pour cul à praline, si on peut dire. Moi, j'ai compté, je suis allé voir, il y a une page spéciale sur TF1+, pour les téléfilms de Noël, il y a 184 téléfilms disponibles dans le catalogue TF1+, pour Noël. On n'a jamais autant rentabilisé. C'est une passion là. Non, c'est clair que c'est devenu un vrai business pour les chaînes françaises parce que ça coûte pas très cher et ça permet de combler les après-midi dans des périodes, on va dire un petit peu moins propices à faire des bonnes audiences. Même si on a Plus belle la vie maintenant en début d'après-midi sur TF1, le téléfilm de Noël, c'est vraiment des trucs à très peu de frais. Et ils achètent ça par paquet de 10. Là, il y en a 184. On peut largement occuper effectivement 2 mois de diffusion l'après-midi, quoi. Et encore, c'est que TF1, parce qu'effectivement, il y a M6 aussi. Oui, bien sûr, TF1 n'est pas le seul pourvoyeur, c'est un des pourvoyeurs principaux dans le PAF. Mais ils auraient tort de se priver. Moi, j'avais parlé avec quelqu'un du groupe M6 qui m'expliquait que à chaque fois, quand on comparait les audiences d'un téléfilm lambda de l'année, qui n'a rien à voir avec Noël, voilà, et celle du téléfilm de Noël,
oui, il y avait une différence significative et il se trouve que ils ont beau avancer toujours la date, ils continuent à avoir le même succès, ils auraient tort de se priver. En revanche, il y avait eu, et ça je pense que c'est quand même intéressant de le souligner, au moment du Covid, le premier confinement, quand du coup, toutes les chaînes ont changé leur programmation, M6 avait décidé en mars de diffuser des téléfilms de Noël et ils avaient arrêté assez rapidement parce que ça marchait pas. Donc il faut quand même qu'il y ait cette idée de compte à rebours jusqu'au vrai Noël. Oui, là ça faisait quand même peut-être un petit peu loin. Par exemple, il y avait quand même le Covid qui occupait un tout petit peu l'esprit des gens. Peut-être que les gens n'avaient pas l'esprit à Noël à ce moment-là. Parmi tous ces téléfilms, donc les 184 de TF1, mais aussi ceux qui sont disponibles sur M6, il y en a une pelletée qui sont des productions Hallmark. Alors Hallmark, ça parle pas forcément aux gens quand on dit ça comme ça. C'est une chaîne américaine, une chaîne de télé câblée américaine, et on peut pas parler de téléfilm de Noël sans parler de cette chaîne. En fait, c'est juste, c'est ça l'usine du Père Noël des téléfilms, quoi. C'est vraiment ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter, vous avez tous les deux bossé un peu sur cette entreprise, qui veut présenter un peu Hallmark pour les gens qui connaissent pas? Sylvain. Déjà, alors, ce qui est marrant, c'est que Hallmark à la base c'était une chaîne chrétienne qui ne fonctionnait pas du tout, qui était au bord de la faillite, et puis un jour ils se sont dit pourquoi pas faire des téléfilms de Noël, bon enfant, avec toujours rien qui dépasse, etc. Ça reste très conservateur, et ça a beaucoup marché au point qu'aujourd'hui effectivement Hallmark Channel est un énorme carton. Il faut aussi savoir que c'est une plateforme de SVOD également. Donc en fait, Hallmark, on les connaît nous en France via les téléfilms de Noël, mais ils font aussi tous les téléfilms de l'après-midi qu'on retrouve le reste de l'année. Il y a aussi des thématiques Halloween, été, etc. Sur le service de SVOD, vraiment, c'est hyper bien rangé. Je crois qu'il y a plus de 1000 téléfilms, avec plus ou moins des stars connues. Et en fait, c'est tourné à chaque fois. En tout cas, ça fonctionne de la même manière, c'est que c'est tourné pour pas très cher pendant 2 ou 3 semaines en plein été, en tout cas pour les téléfilms de Noël. Il y a toujours une star, en tout cas une personnalité connue que les gens vont reconnaître, qui viennent de la série, qui viennent du monde des séries. Et c'est ça qui explique, je pense, à la fois le coût très bas pour Hallmark en termes de production et également le coût très bas en termes d'achat pour les chaînes derrière, les chaînes internationales comme TF1 ou M6. C'est intéressant, tu parlais du fait que pour chaque saison, ils avaient un peu leur téléfilm dédié. En fait, Hallmark à la base, c'est une marque de cartes de vœux. Tout à fait, c'est le seul moyen en France de voir Hallmark. C'est-à-dire que si on va acheter des cartes postales en librairie, par exemple, ou chez le marchand de journaux, exactement, des cartes de vœux d'anniversaire de Noël et tout, derrière, il y a écrit Hallmark. C'est la même entreprise, c'est le même groupe. Et donc du coup, en fait, je pense que c'est aussi intéressant pour eux d'événementialiser Halloween, Thanksgiving, Noël, la Saint-Valentin, parce qu'en fait, ça crée une synergie avec leur autre business, qui est celui des cartes de vœux. Donc je pense que c'est une espèce de cercle vertueux et que les téléfilms servent presque de lance de rampe de lancement. Ouais, exactement, de rampe de lancement pour la vente de cartes de vœux. Alors on l'a dit, c'est une chaîne câblée qui a son propre service de SVOD aux États-Unis, etc., qui en France a des clients qui ont longtemps été les chaînes, donc TF1, M6, etc., qui achetaient tout ça pour faire du catalogue pas cher, tu l'as dit. Aujourd'hui, il y a des nouveaux clients, c'est les plateformes de streaming, puisqu'en fait, nous en France, on n'a pas accès à Hallmark directement, et donc Netflix, Amazon ont bien compris qu'il y avait un business autour de ça, qu'il y avait moyen de se dire, tiens, les gens ont l'air d'aimer ça. Et on retrouve aujourd'hui, alors c'est par période, parce qu'évidemment c'est des achats de droits, donc ça vaut 6 mois, 1 an, etc. On en retrouve aujourd'hui plein sur Netflix, Amazon, ça vient faire des catalogues entiers pour le streaming. Disons que ces chaînes-là, alors il y a aussi Lifetime par exemple, qui est connu aux US pour faire des téléfilms de Noël. Ces chaînes-là, en fait, elles ont bien compris déjà que pour plaire aux plateformes de SVOD, fallait un casting qui soit parfois un peu événementiel ou une histoire un peu événementielle. Je prends l'exemple de Taylor Swift, que l'on connaît bien tous les deux, qui a eu le droit à son téléfilm sur sa vie, on va dire, avec sa rencontre avec le sportif. Et ça a donné lieu vraiment à des enchères plutôt élevées auprès des chaînes internationales. Le truc, c'est qu'en produisant pour de la SVOD, déjà parfois ça permet de mettre un petit peu plus de budget, et puis surtout aujourd'hui Netflix, Disney+, etc., ils vont aussi produire leur propre téléfilms ou séries ou films de Noël, avec, pour le coup là, ils alignent un peu l'échec, et donc avec des gros acteurs. Sort un petit peu du téléfilm, on va dire, sans que ce soit péjoratif, mais des codes de production de la télé assez classiques. On l'a dit, Hallmark, c'est donc une énorme usine avec ce que ça entraîne. Tu l'as dit, c'est à la base une chaîne chrétienne avec des valeurs un peu conservatrices.
on a l'impression, c'est marrant, parce que quand vous scrollez sur la page TF1+, des films de Noël, donc qui sont en grande partie des films Hallmark, toutes les vignettes se ressemblent. C'est-à-dire que c'est à la fois, c'est toujours un couple, quasiment. Des fois, il y a une famille, machin, mais bon, ça change pas grand-chose. Globalement, des personnes blanches, à peu de choses près. Impression que les téléfilms de Noël, c'est toujours un peu dans un même cadre. Déjà, c'est toujours une comédie romantique, non, téléfilm de Noël? Alors justement. Oui, ça peut avoir une thématique plus familiale, mais globalement, ce sont des comédies romantiques. Moi, j'avais parlé avec un spécialiste qui m'avait expliqué que c'était justement ça qui plaisait dans le fait que ça sortait à Noël. C'est que aux États-Unis, puisque c'est une chaîne américaine, Noël, encore plus qu'en France, c'est une période qui est très ritualisée. On va faire les mêmes activités, manger les mêmes choses, voir les mêmes personnes au même moment chaque année. Et d'une certaine manière, ces films, ils s'inscrivent là-dedans aussi. On a une rencontre entre deux personnes que tout oppose. Finalement, elles vont finir par s'apprécier, et puis il va y avoir une mini trahison, et puis un moment d'excuse pour arriver au happy end. Avec le Père Noël. Ou un semblant de Père Noël, quelque chose quoi. Qui est toujours pas passé à un moment. Et tout ça, oui, en fait, ça s'inscrit dans quelque chose de très réconfortant parce que très attendu. Il y a aussi le fait que c'est en sous-couche, ça véhicule, on disait qu'à la base c'était une chaîne chrétienne, et en fait c'est un ADN qui n'a pas été totalement perdu. En sous-couche, ça véhicule des valeurs très conservatrices. La famille nucléaire américaine. Exactement, puisque le happy end, en fait, c'est ça à chaque fois, c'est la promesse de la fondation d'une famille, un papa, une maman. Bon, c'est une version moderne de ils vécurent heureux et oui, ils eurent beaucoup c'est des d'enfants. Contes de fées, on parlait de mon conte de fées Noël, c'est un peu ça, c'est des contes de fées un peu modernes, avec des problèmes qui se résolvent et tout le monde va bien. Et il neige, voilà, le Père Noël est passé, tout le monde est heureux. C'est là où justement les plateformes de SVOD sont un petit peu plus ambitieuses, je sais pas si on peut utiliser ce terme-là, mais on va l'utiliser quand même, parce qu'elles vont justement apporter des téléfilms de Noël sur des thématiques un petit peu plus inclusives, notamment sur la question LGBT. Après, ça n'empêche pas que ça ne bouge pas d'un iota le principe justement que l'on vient de dicter, mais il y a des personnages un peu plus LGBT, voire des personnages de couleur aussi. C'est des choses comme ça. Donc on le voit sur les services de SVOD. Par contre, sur les téléfilms Hallmark, on reste sur une famille blanche, il y a eu une histoire je crois que d'une actrice un peu star de Hallmark qui est partie. Exactement. Parce que ça devenait trop, on va dire le mot qu'on n'a pas, mais woke, en gros, parce que les États-Unis est devenu vraiment un terme très clivant. Mais parce qu'en gros, il y avait trop de films, selon elle, où on ouvrait à la diversité, les histoires étaient moins un papa et une maman. Traditionnel, ouais. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Hallmark a sorti son premier film avec un couple d'hommes. Et alors, c'était même pas le couple d'hommes, c'était même pas le couple central, c'était un film avec plusieurs couples, dont un qui était homosexuel. Je crois que c'était en 2020-2021. Ça a fait pas mal de bruit, mais ça a été assez salué. Et comme on le disait, c'est souvent les mêmes acteurs qui reviennent. En fait, ils ont une espèce de vivier avec quelques actrices fétiches. Et cette actrice-là en faisait partie. Elle s'appelle Candace Cameron Bure. Et l'année suivant la diffusion de ce premier film avec des personnages LGBT, elle a quitté Hallmark pour rejoindre une chaîne concurrente dont voilà, le nom évoque tout de suite les valeurs qui sont véhiculées. Ça s'appelle Great American Family, voilà, la grande famille américaine. Voilà. Et elle avait pas du tout caché que sa décision venait du fait qu'elle rejoignait une chaîne qui allait se concentrer sur des unions qu'elle avait appelées, je crois, traditionnelles. Donc oui, en fait, ça bouge un petit peu, mais ça crée du remous. Et je me rappelle que cette histoire avait beaucoup, alors ici pas trop, mais aux États-Unis, ça avait beaucoup fait parler. Il y a effectivement quand même la volonté d'avancer, Sylvain l'a dit, sur ces questions de diversité, de représentation, de coller à ce que la société devient aussi. Il y a quand même des films aujourd'hui de Noël qui s'ouvrent sans que ce soit polémique aux États-Unis, etc. Il y a des films aujourd'hui qui font en sorte que Noël soit, on va dire, inclusif pour tout le monde, quoi. C'est plus forcément toujours la même chose malgré tout. Alors il y en a, il y a quelques exemples. Je pense à un film qui était sorti avec Kristen Stewart il y a quelques années qui s'appelait Ma belle famille, Noël et moi, qui parlait, en fait, elle incarnait la petite amie d'une fille avec qui elle allait passer les fêtes dans la famille du coup de sa compagne, sauf que la famille ignorait que sa compagne était lesbienne et tout le film c'était comment se cacher jusqu'à ce qu'on arrive au moment où en fait il faut pas se cacher.
Ça bouge un petit peu, mais lentement, parce que je pense que l'ADN en fait de la comédie romantique de Noël. Tant que le cœur de la production sera aux États-Unis, dans les mains entre guillemets d'entreprises conservatrices, ça bougera pas. Tu l'as dit, c'est peut-être les plateformes qui justement peuvent à la marge petit à petit. Il y a des surprises, effectivement. Il y a même une série qui se déroule à Noël et qui est danoise, me semble-t-il, dans mes souvenirs, et qui, voilà, c'est une comédie, mais donc quand même avec cet aspect Noël, avec une réunion de famille. Clairement, oui, je pense pas qu'il faille s'attendre à ce que TF1 et M6 diffusent des téléfilms d'un coup extrêmement inclusifs, parce que c'est pas vraiment ce que fait Hallmark. Ils le font de temps en temps pour montrer patte blanche d'une certaine manière, mais clairement, c'est pas le sens de l'histoire d'une certaine manière. Et puis je suis pas sûr que ce soit ce que les consommateurs de ces films attendent non plus. Peut-être que ça s'adresse effectivement davantage à un public plus conservateur, forcément, qui n'a pas forcément les attentes qu'on peut avoir ailleurs, en tout cas sur ce plateau. Tu l'as esquissé, Sylvain, je pouvais pas, Benjamin, te faire venir sur cette émission et ne pas parler de ça, puisque on va presque aller à la rencontre de deux de tes passions, puisque tu l'as dit, il y a un téléfilm de Noël qui sort, là, qui est sorti, ça y est, fin novembre aux États-Unis. C'est pas Hallmark, si c'est Hallmark, je crois. Non, c'est Lifetime. Non, c'est Lifetime, voilà, c'est ça. Sur Taylor Swift. Ah oui, effectivement, donc, qui n'est pas, le personnage ne s'appelle pas Taylor Swift, mais c'est très inspiré de la romance qui a passionné les États-Unis cette année entre donc la superstar de la pop et son nouveau petit ami Travis Kelce, footballeur américain de son état. Ça c'est quoi, c'est un truc un peu nouveau où ça se fait de s'inspirer de faits réels pour faire des romances un peu de Noël comme ça. Alors pour ce qui est de la comédie romantique de Noël, vraiment, qui est un genre à part entière. Je crois que c'est assez inédit, et en gros ils ont exploité le filon, et encore une fois ils ont eu raison, parce qu'un téléfilm comme ça forcément ça va marcher. Tout le monde en parle depuis 3 mois. Voilà. C'est une idylle people qui a passionné les États-Unis, qui se prête absolument parfaitement. Si on la matine de Noël et de petits lutins et de cadeaux, a priori ça ne pourra que ça ne peut que marcher. Encore plus passionnante. En revanche, c'est pas la première fois qu'une histoire people inspire des téléfilms américains. Et Lifetime, alors ils sont un peu spécialistes de ça. Il y a quelques années, ils avaient fait un téléfilm sur Meghan et Harry, sur leur rencontre, qui avait tellement marché que c'est devenu une saga. Enfin, il y a eu la trilogie Meghan et Harry avec des acteurs. C'était assez rigolo, des acteurs qui leur ressemblaient beaucoup. Alors le premier, c'était leur rencontre et comment vivre une belle histoire d'amour malgré les carcans de la monarchie britannique. Et alors, bon, j'avoue, j'ai pas regardé les suivants, mais j'imagine que c'était à peu près le même enjeu. C'est des choses, c'est un épiphénomène, mais c'est des choses qui arrivent. Effectivement, par ailleurs, la royauté se prête assez bien aux histoires de Noël. Il y en a beaucoup qui se passent, des téléfilms Hallmark qui se passent dans un cadre un peu de royauté, dans des princes, etc. Voilà, c'est assez marrant à voir ça. On va s'intéresser à la France pour terminer ce débat, puisque donc là on a beaucoup parlé c'est ce qu'on regarde, parce que c'est ce qui nous arrive principalement en France, des téléfilms américains. Je disais, il y a une passion. M6+ a carrément mis en place une chaîne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur la plateforme. Comment leur en vouloir, pour uniquement diffuser des téléfilms de Noël. Donc si vous êtes passionné par les téléfilms de Noël, allez sur M6+, il y a une chaîne spéciale, ne regardez que ça de vos journées. Je ne sais pas dans quel état on va vous retrouver, mais vous pouvez tenter l'expérience. Mais c'est que de l'anglo-saxon dans tout ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de films français sur cette chaîne, ou très peu. Et surtout, nous en France, j'ai l'impression qu'on n'a pas ce truc. On n'arrive pas à faire des téléfilms un peu niais de Noël. Nous, quand on fait Noël, on est toujours obligé soit de le pervertir un peu, soit de le rendre un peu drôle, alors sans remonter jusqu'au Père Noël est une ordure, qui quand même on adore, mais commence un peu à dater. Je pense à Santa et compagnie, une chose comme ça, des films qu'on a vus récemment, qui sont des films de cinéma, donc c'est un peu autre chose, mais on est incapable presque, nous, de faire le truc de base, un couple, une rencontre, une famille, de la neige, un chalet, quoi. On n'arrive pas à faire ça. Alors, effectivement, et c'est assez important de le souligner, nous on a des films de Noël destiné au grand écran. Donc tu le disais, Santa et compagnie, il y avait eu un autre film avec Tahar Rahim, et ça faut bien le différencier, comme tu le disais, du téléfilm comédie romantique de Noël. Alors nous on en a très peu aussi, parce que je pense on a un rapport à Noël qui est très différent de celui des Américains. Comme tu le disais, on aime bien, si on va faire une comédie de Noël, on va faire quelque chose d'assez grinçant.
En revanche, il y a quand même quelques tentatives qui ont été faites ces dernières années. Je pense à une série sur Netflix qui avait rencontré pas mal de succès, Christmas Flow. Mais c'était assez marrant de voir ça. C'était effectivement une comédie romantique de Noël. C'était une histoire d'amour, mais c'était adapté à des thématiques qui étaient très françaises et très actuelles. C'était la rencontre d'un chanteur de rap aux paroles misogynes et d'une journaliste féministe. On retrouve le côté rencontre de deux personnes très opposées. Ça, c'est très Noël pour le coup, très téléfilm de Noël. En revanche, c'est adapté à un contexte post-MeToo. C'est adapté aussi à un contexte français où le rap est devenu la musique la plus populaire. Donc voilà, ça c'était un joli exercice d'adaptation. Du côté de TF1, il y a eu et là je vois qu'on voit quelques tentatives où il y a eu Coup de foudre à Noël ou Un bébé pour Noël qui sont sortis. Ça remonte un petit peu déjà. Ça remonte un petit peu déjà. C'était en 2018-2019 et ça pour le coup, ça correspondait parfaitement au moule Hallmark, avec une intrigue cousue de fil blanc et un happy end amoureux. Je doute que ça ait rencontré énormément de succès parce que, comme tu le disais, ça date un petit peu et ces dernières années, il n'y a pas eu de nouvelles tentatives. Donc, il y a peut-être une question financière aussi, c'est-à-dire que ça coûte plus cher, alors même si ce n'est pas des grosses productions, ça coûte plus cher de produire et de tourner soi-même son téléfilm de Noël en France que probablement d'en acheter plusieurs à Hallmark. C'est complètement. Et, parce que de toute façon Hallmark ils font ça l'été avec des couvertures blanches, donc vraiment regardez, vous verrez, ça se voit. Mais alors qu'en France, on va avoir l'amour du métier et on va vouloir de la vraie neige. Aller tourner en Savoie pour avoir les crédits de la région Auvergne-Rhône-Alpes, etc. Exactement. Donc oui, clairement, ça coûte trop cher. Cela étant, les séries quotidiennes, elles vont avoir leurs épisodes de Noël parce qu'elles sont diffusées quotidiennement. Et donc, ça, on va le retrouver dans Plus belle la vie, etc. Et là, on retrouve effectivement les clichés habituels du téléfilm de Noël quand même, parce que souvent des intrigues qui sont vraiment très liées. Généralement, ils coupent aussi les intrigues, les grosses intrigues qui sont en cours dans les séries quotidiennes. Pour faire une petite pause, respirer entre guillemets. Et c'est les épisodes qui fonctionnent le mieux, chaque année. Donc si vous voulez de la magie de Noël sur la télé française, regardez Demain nous appartient. Demain nous appartient, regardez les feuilletons quotidiens. Mais voilà, en tout cas, on a bien découvert grâce à vous deux la machine qui se cache derrière les téléfilms de Noël qu'on produit par dizaines voire centaines aux États-Unis chaque année. D'ailleurs, j'étais étonné en regardant Hallmark, ils les diffusent toute l'année aussi, c'est-à-dire que vous avez un téléfilm par semaine de Noël quasiment sur la chaîne, pour ceux que ça passionne. Et si vous ne regardez pas, peut-être que vous êtes saoulés depuis 25 minutes parce qu'on ne parle que de Noël. Si vous êtes encore là, déjà merci, et sachez qu'on a des séries pour vous qui ne parlent pas de Noël. On va vous les recommander tout de suite, c'est les séries de la semaine. Allez, garantie 100% sans Père Noël, sans neige du tout, même dans cette première série, Sylvain, puisque tu vas nous parler de la série Silo. La saison 2. Voilà, saison 2 qui est sur Apple TV+. Qu'est-ce que ça vaut, Silo ? Moi, je n'ai pas regardé. Tout le monde me dit que c'est bien. T'avais pas regardé non plus? Non, je n'ai pas regardé la saison 1. Eh bien, c'est bien dommage. Excellente série basée sur donc une série de bouquins. Alors, en l'occurrence, la saison 1 et 2 adaptent le premier livre. Je ne sais pas si du coup ils adapteront jusqu'à la fin du premier livre avec cette saison 2. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déjà fait beaucoup de changements par rapport au livre. Donc, ceux qui ont lu le livre peuvent regarder la série et découvrir les transformations des scénaristes. On retrouve Rebecca Ferguson de Mission Impossible dans cette série. Elle est formidable, évidemment. Et en gros, ça se déroule je crois que c'est 140 ans dans le futur, après je pense une guerre a causé l'enfouissement de l'humanité dans des silos. Et on en suit en particulier où petit à petit on va se rendre compte qu'il y a vraisemblablement une manipulation. Donc sans trop spoiler, c'est on va dire un Fallout, mais avec quand même une composante où il faut sortir des silos et se rendre compte qu'à l'extérieur c'est bien plus meurtrier que dans un Fallout où là quand même il y a de la vie. Voilà. C'est dangereux.
C'est dangereux, mais il y a de on la peut vie. vivre. Mais ce qui est intéressant par rapport à Fallout, justement, c'est cette emphase très où on parle beaucoup de l'humanité face à l'enfermement, aux conséquences d'une certaine manière de cet enfermement, notamment sur le reste de la population. Il y a des étages, etc., avec des castes. C'est vraiment bien fichu parce qu'en termes de réalisation, déjà, c'est un plaisir. Le suspense est vraiment au rendez-vous. Chaque épisode donne lieu à un cliffhanger en fin d'épisode qui donne envie d'être présent la semaine suivante. Ça, c'est une série bien écrite. Voilà, c'est une série bien écrite. Certes, il y a quelques longueurs, on va pas se mentir, mais là, cette saison 2 en particulier, et sans spoiler sur l'intrigue, elle est... pour moi, en tout cas, elle délivre toutes ses promesses. Elle apporte à la fois un rythme très modifié par rapport à la saison 1, et en même temps, on retrouve tous les acteurs qui font vraiment la qualité de la série jusqu'à présent. Franchement, moi, j'ai hâte de voir la fin. C'est bientôt fini parce qu'il y a assez peu d'épisodes, malheureusement, par saison. Mais j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que justement ils vont nous mener, puisqu'ils ont déjà modifié vraiment beaucoup le livre, sachant qu'en plus le deuxième livre, il me semble que je crois que c'est les origines des silos. Donc vraiment la série se focalise en tout cas sur le tout premier livre. Et voilà, Rebecca Ferguson, elle est incroyable dans cette série. Vraiment, on aime beaucoup Rebecca Ferguson, que vous avez pu voir dans beaucoup de films, notamment l'émission Impossible récemment. Et en attendant Severance, qui n'arrive qu'en janvier malheureusement. Franchement, regardez Silo, c'est exceptionnel. Voilà, dans la lignée de ce que fait Apple TV+ depuis quelques saisons, notamment sur la science-fiction. Ils ont beaucoup insisté sur ce créneau et ça leur réussit plutôt pas mal. Donc la saison 2 de Silo est à voir en ce moment, elle est en cours de diffusion et d'après Sylvain, d'après beaucoup de gens, mais pas moi parce que j'ai pas encore vu, c'est vraiment top. On va conclure avec toi Benjamin, avec une série qui n'est pas encore sortie, mais à laquelle il sera absolument impossible d'échapper pendant les fêtes, l'esprit de Noël zéro dans cette série. Là, absolument. Là vraiment, je vous ai promis qu'on allait changer d'esprit. Plus rien à voir avec Noël. C'est Squid Game. Squid Game qui revient pour une saison 2. Ça sort le 26 décembre, au lendemain de Noël. C'est ça. Ça va faire du bruit. Forcément. Alors, comme tu le disais, c'est plus un rappel qu'une recommandation, puisqu'elle n'est pas encore sortie. Squid Game, qu'est-ce que c'est ? C'est cette série qui a été un énorme phénomène en 2021. Complètement imprévu. Totalement, coréenne, sud-coréenne. Cette série sud-coréenne sur, en gros, cette série dystopique où des personnages désargentés acceptent de participer à un jeu mortel dans l'espoir d'être le seul survivant parce qu'ils gagneront le pactole et ils pourront enfin changer de vie. Tout ça pour le plaisir d'une mystérieuse élite. Donc c'est une série qui avait été produite pour Netflix en Corée du Sud, qui a été un carton mondial, à tel point que c'est à ce jour la série la plus regardée de l'histoire de la plateforme. Tout à fait. Et bon, Dieu sait qu'elle en compte des succès. Et cette saison 2 arrive le 26 décembre. Ça va forcément être l'événement série de cette fin d'année, parce que donc évidemment parce que ça a été un carton, mais aussi parce que ça fait 3 ans que c'est attendu. Il y a eu beaucoup d'attentes. La production a été assez longue pour une série Netflix. Normalement, les séries Netflix reviennent tous les ans, à peu de choses près. C'est le rythme habituel. Là, ça a été vraiment très long à produire. On retrouve le personnage principal qui, cette fois, de son propre chef, décide de retourner dans ce jeu mortel. Dans l'objectif de le détruire de l'intérieur. Et voilà, a priori, ça va être, si vous n'avez pas envie d'être totalement largué dans toutes les conversations séries que vous allez avoir entre décembre et janvier, vous avez plutôt intérêt à vous mettre à la page sur la saison 2 de Squid Game. Effectivement, vous aurez les vacances de Noël pour regarder ça. Moi, je suis un peu sceptique sur cette saison 2. J'avais trouvé que Squid Game, c'était sympa, mais peut-être un peu surcoté, survendu par rapport à ce que ça valait vraiment. Voilà. Est-ce qu'il y avait besoin... tu décides de conclure comme ça l'émission. Je vous laisse comme ça. Assez surpris. Mais voilà, donc j'avoue que j'ai pas d'attente, mais peut-être que c'est en n'ayant pas d'attente justement qu'on est souvent le plus surpris. Donc je vais quand même regarder, puisque de toute façon, sinon je serai un ringard à la rentrée et j'ai pas envie d'être ringardisé dès le 1er janvier. Il y a quand même toute une demi-saison à faire derrière. Merci de nous avoir suivis pour ces premières recommandations de Noël. Voilà, on a fait notre émission de Noël. La semaine prochaine, on se retrouve. On parlera pas de Noël, mais ce sera le jour de Noël. Voilà, on a contre-programmation, on va vous parler d'autres choses, vous verrez. Ça va être vachement bien, on va parler séries françaises. Un justicier, masqué, dans la nuit. Voilà, je vous laisse avec ça. C'est le teasing. Merci Sylvain, merci Benjamin pour cette première très réussie. Émission à revoir en replay, comme toutes les autres en podcast, partout où vous avez l'habitude. Surtout si vous l'avez écouté, il faut la re-regarder pour voir nos pulls de Noël. Parce que cette émission, elle se regarde, elle ne s'écoute pas. Et moi, je vous dis donc à la semaine prochaine.